Des commentaires francs et directs pour mettre en lumière l'actualité du jour. Au 98.5 Montréal, voici Lagacé le matin avec Patrick Lagacé. C'est gros ce qui est annoncé par M. Trump. Depuis quelques années, il y a une augmentation des immigrants illégaux qui traversent la frontière dans le sens Canada-États-Unis. La première chose que M. Trudeau doit faire, là, c'est sécuriser les frontières pour enlever cet argument-là à M. Trump. Their only way out is to release the hostages. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel and others to achieve a ceasefire in Gaza. Je lui ai dit, là, ça presse dans les prochains jours qu'on arrête les voyous, les casseurs qui ont été violents vendredi. Il est temps qu'on rétablisse l'ordre à Montréal. Voici Patrick Lagacé. On est présentement le 27 novembre 2024. Merci d'être là. Oui, on s'habitue, on a un nouveau studio, je dois vous le dire, pour la journée parce qu'on procède à une mise à jour logicielle du côté de notre studio principal. Donc, on est tous un petit peu au ralenti. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire au 985. Météo, aujourd'hui, possibilité d'averse de pluie ou de neige, alternance soleil-nuage. Maximum de 5 degrés, moins 3 présentement. Demain, jeudi, 60 % de possibilité d'averse avec un maximum de 4 degrés. Vendredi, de la pluie, des nuages et maximum de 4 degrés. Aujourd'hui, à l'émission, je vous le dis, là, on va recevoir en fin d'émission Stéphane Rousseau qui va être ici pour nous parler de son art. On sait qu'il est comédien, on sait qu'il est humoriste. On va aussi parler de peinture et aussi pour le Salon du Livre, on va recevoir Biz et l'autrice Claudia Larochelle qui nous parle de grands personnages québécois présentés là, aux jeunes. Commençons un tour d'horizon de l'actualité en parlant du service de police de la Ville de Montréal qui est sous pression. On a entendu, là, en début de tour d'horizon, on a entendu François Legault qui a lancé un appel pour que le SPVM fasse sa job et il a contacté hier Valérie Plante. Il n'a pas aimé le premier ministre qu'il a vu jeudi dernier, vendredi dernier, des actes, des paroles antisémites et aussi beaucoup de casse en marge d'une manifestation contre l'OTAN. Et il a dit à Mme Plante, ça presse dans les prochains jours qu'on arrête les voyous, les casseurs qui ont été violents. Il est temps qu'on rétablisse l'ordre à Montréal. Écoutez, d'abord, je vais lancer mon propre appel au calme, si vous permettez. Oui, il y a des manifs à Montréal. Oui, il y a eu de la casse vendredi passé. Oui, il y a souvent des manifestations pro-palestiniennes qui, dans l'ensemble, il y a peut-être des paroles déplaisantes, parfois qui même dépassent les bornes, on en a vu, mais généralement, ça se passe sans casse. Il faut le dire, là, Montréal n'est pas à feu et à sang. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est pas mal plus calme qu'à l'époque où les étudiants, en 2012, manifestaient. Pas mal plus calme. Donc, calmons-nous un peu sur Montréal est à feu et à sang, Montréal est livré aux bandits. C'est pas vrai. L'autre affaire. J'ai eu Fadi Daguerre, le chef du SPVM, en entrevue à ce micro un peu plus tôt cette semaine. Et je lui ai posé des questions sur l'intervention, la non-intervention lors de la manif qui a eu beaucoup de casse vendredi soir dernier. Il y a évidemment des questions à se poser. Est-ce que la police a fait sa job? Est-ce qu'on pourrait être plus proactif? Je ne veux pas être déplaisant avec la police, mais je me souviens que quand il s'agissait d'étudiants non armés en 2012, disons que ça faisait pas mal plus dans le tas. Ce qu'on a vu vendredi, c'est une police qui ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu. Les indications qu'on a de la base, c'est que les policiers voulaient faire des arrestations, mais que les supérieurs au SPVM disaient « on reste en stand-by, on suit les manifs, mais on n'intervient pas ». Ça, c'est une chose de dire ça. Quand vous êtes premier ministre du Québec, vous n'avez pas un rapport normal avec la police. Vous n'avez pas un rapport comme celui de tous les Québécois, comme celui des commentateurs, par exemple. Donc, quand François Legault appelle Valérie Plante pour lui dire « ça prend des arrestations », il faudrait peut-être rappeler à François Legault que Mme Plante n'a pas d'autorité sur le SPVM. Et savez-vous quoi? C'est une bonne idée. On ne veut pas que les politiciens fassent des opérations, se mêlent des opérations de police. Donc, vous et moi, on peut dire que le SPVM
devrait peut-être être plus proactif. On peut. Quand vous êtes maire, mairesse, premier ministre, ministre, le rapport avec la police, c'est pas banal. On veut qu'il y ait un bras de distance. Donc, sincèrement, personnellement, je m'inquiète de voir comme ça que le premier ministre du Québec pense que la mairesse peut dire à la police d'arrêter du monde. C'est pas comme ça que ça marche. Cependant, le SPVM, on l'a appris là, ces dernières heures, ouvre une enquête sur des gestes antisémites. On sait là, qu'il y a une femme qui a été filmée, d'ailleurs perdu sa job avec Second Cup. Elle avait un café franchisé de Second Cup à l'hôpital juif de Montréal. Je sais que c'est ironique, mais elle a fait ses saluts nazis. Elle a parlé de solution finale à des Juifs qui étaient aux abords d'une manifestation. Je pense que ça se passait jeudi. Donc, il y a ouverture d'une enquête là-dessus. Et je sais, il y a beaucoup de voix juives qui s'élèvent là, dans la sphère publique pour dire que la police ne fait pas sa job. La police devrait arrêter certains manifestants qui tiennent des propos à l'égard des Juifs, à l'égard d'Israël, etc. Encore une fois, je veux faire une précision. La police agit d'abord avec la contrainte suivante. Elle ne dépose pas les accusations elle-même. Elle présente un dossier au procureur de la Couronne qui regarde le contexte, qui lise les articles du Code criminel et qui doivent se poser une question. Est-ce que je suis moralement convaincu que je vais obtenir une condamnation ou un plaidoyer de culpabilité? Donc, la police fait une partie de la job. Je sais que la police a déjà ouvert des enquêtes. La police a déjà présenté des dossiers à la Couronne pour des cas où il y avait eu des propos haineux, selon la police, et la Couronne ne donne pas le feu vert pour des accusations. Donc, on peut bien taper sur la police, encore une fois, mais il y a un cadre juridique au Canada. Il y a un cadre juridique qui est, pour plusieurs observateurs aussi, disons, un peu plus permissif que ce qu'on retrouve ailleurs. Il y a des choses qui se sont dites dans les manifs pro-palestiniennes. Vous dites ça en France, on vous embarque. Donc, chaque pays a ses règles, mais quand même, la police de Montréal essaye de faire sa job à plusieurs égards, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir non plus un dépôt d'accusation. Parlons maintenant de ces menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 % au Mexique, au Canada, pour tout ce que le Mexique et le Canada envoient comme exportation aux États-Unis. C'est probablement des menaces, c'est vrai. Et là, il y aura réunion du premier ministre Trudeau avec tous les premiers ministres des provinces ce soir, 17h, réunion virtuelle, pour que tout le monde accorde ses tambours. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Puis, on le sait, là, le Québec, le Canada, ce sont des économies qui dépendent beaucoup, beaucoup des exportations. Dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, là, on fait le compte-rendu. Valeur des exportations du Québec vers les États-Unis en 2023, 87 milliards, 74 %, c'est la proportion de toutes les exportations du Québec qui vont aux États-Unis. Donc, les trois quarts. Hausse des exportations du Québec vers les États-Unis en 15 ans, c'est passé de 40 milliards à 87 milliards. Donc, ça vous donne une idée à quel point notre économie dépend du commerce avec les États-Unis. Et ces menaces-là, évidemment, si M. Trump les mettait à exécution, ferait mal aux Américains. Les Américains se retrouveraient du jour au lendemain à payer beaucoup plus cher pour des produits, pour de la nourriture. Les entrepreneurs, les compagnies là-bas souffriraient aussi, justement parce que les économies sont intégrées. Est-ce que c'est simplement une menace? Il y a beaucoup d'analystes qui pensent que c'est simplement une menace pour se donner une position de force dans le but de négociation. Ceci étant dit, M. Trump, quand il a fait son message original, là, c'était lundi soir, il a parlé de quoi? Il a parlé des frontières et il lie ce qui passe aux frontières en termes de trafic humain, de gens qui font passer des migrants, de migrants qui décident de traverser les frontières au sud, au nord. Et il y en a beaucoup plus au sud qu'au nord, là. Le Canada n'est pas disons, un gros point rouge sur le radar américain quand on parle des migrants qui traversent illégalement. Mais il y a aussi la question de la drogue, du fentanyl, etc. Donc, il lie des questions économiques, les tarifs douaniers, avec la protection de la frontière. C'est un peu une mission impossible. Il n'y a pas de frontières dans le monde qui sont entièrement imperméables. En fait, si vous voulez une frontière entièrement imperméable, il faut la protéger à des coûts astronomiques. Et c'est un des avantages de la relation Canada-États-Unis. C'est qu'on a une frontière qui n'est pas défendue, on n'a pas trop d'argent à mettre là-dessus, on peut mettre l'argent ailleurs. Mais ceci étant dit,
c'est quand même la question des frontières. Et ça a été négligé, on le sait, dans plusieurs pays. Ça a été négligé au Canada. Ça a été vu comme un problème qui n'existait pas. Bien là, si les Américains décident que c'est un problème, il va falloir au moins qu'on leur donne là, quelques signes de bonne volonté, au moins qu'on ait une obligation de moyens. Peut-être pas de résultats, mais une obligation de moyens. Et dans la presse aujourd'hui, Vincent Larouche a parlé à un ancien policier de la GRC qui, lui, dit, écoutez, les griefs des Américains, ça dépasse ce que les Canadiens peuvent envoyer comme drogue aux États-Unis. C'est que les organisations criminelles sont structurées de façon transnationale et semble-t-il qu'il y a beaucoup de cerveaux d'opération qui viennent au Canada. Pourquoi? Parce que les enquêtes policières sont longues et parce que les tribunaux mettent des semaines, des mois, des années avant de procéder. Et ça, semble-t-il que les Américains le savent et que ça les dérange et qu'il y a des cas où des enquêtes américaines ont eu besoin là, comme ça, du concours des policiers canadiens, des tribunaux canadiens, par exemple, pour extrader des gens. Et c'est très, très long. Et semble-t-il, selon cet ancien policier de la GRC, que ça irrite beaucoup les Américains. En terminant là-dessus, et c'est un dossier dont on va beaucoup entendre parler, là, écoutez, Trump n'est même pas encore au pouvoir, qu'on parle beaucoup, beaucoup de ses tarifs. C'est toute la question de ces premiers ministres un peu partout au Canada qui sont en panique présentement. Et ils ne se contentent pas d'être en panique. Ils envoient des tweets, ils envoient des messages, ils font des déclarations où ils disent « c'est urgent, il faut agir, il faut qu'Ottawa bouge ». Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du poker, là, mais on est en train de donner son jeu à l'adversaire présentement. On est en train de faire le jeu de l'adversaire. Quand M. Legault va aussi sur la place publique, comme Mme Smith de l'Alberta, comme M. Ford de l'Ontario, pour se livrer à des épanchements et à dire que l'heure est grave, on le sait que l'heure est grave. Tout ce qu'ils font, ces premiers ministres, c'est d'envoyer le signal aux Américains que c'est la panique dans le camp canadien. Ils vont peser plus fort sur le crayon. Donc, ma réflexion, c'est j'espère qu'après la réunion des premiers ministres à 17h ce soir, j'espère qu'il va y avoir un mot d'ordre pour qu'on se calme un peu le pompon tous collectivement. On peut exprimer des doléances comme ça en privé. On n'est pas obligé d'envoyer un message de panique et c'est ce qu'on fait présentement. Restons sur les thématiques automobiles. Il y a un texte intéressant dans la presse ce matin, des revenus records grâce à l'ajout de parcomètres. Combien les parcomètres rapportent-ils à la Ville de Montréal? Écoutez, je vous le donne en mille. Pour 2023, 63 millions. 2024, les revenus anticipés sont de 73 millions. 2025, 83 millions de dollars. Donc, chaque année de 2023, ce sont des bons avérés ou estimés de 10 millions de dollars par année. Et là, il y a des officiels de la Ville dans ce texte-là qui est signé par Henri Ouellette-Vézina qui nous disent que tout ça, c'est pour améliorer la fluidité, pour s'assurer que les places de stationnement soient équitablement réparties, etc. J'ai juste envie de dire une chose, 10 millions par année de croissance, c'est extraordinaire. Donc, dites-nous pas non plus que c'est pas une question d'argent. Moi, j'ai rien contre les parcomètres. J'ai rien contre le fait qu'on tarife comme ça le principe de laisser sa voiture sur la voie publique. Ce que j'aimerais, c'est que quand j'appelle le 311, on soit aussi rapide pour venir ramasser les vidanges qui sont jetées de façon sauvage dans le parc, dans la ruelle, sur le trottoir, que les agents de stationnement peuvent démontrer là, en termes de rapidité pour venir distribuer des contraventions. Est-ce que vous avez remarqué que quand il y a des interdictions de stationner, ça arrive jamais que le préposé au stationnement passe pas. Dans ma rue, en tout cas, les fois où j'ai oublié de déplacer mon véhicule, j'ai chaque fois eu une contravention. Là-dessus, on peut dire que la Ville de Montréal est d'une efficacité absolument remarquable. Parlons maintenant pour les amateurs de constitution. Moi, j'ai grandi dans les années 70-80 et il y avait ce qu'on appelait des conférences constitutionnelles. On voyait des vieux monsieur à l'air très sérieux là, qui étaient autour d'une grande table et c'était des négociations constitutionnelles. Et c'était très populaire dans les années 70-80. Il y avait même ce qu'on appelait des constitutionnalistes. Aujourd'hui, disons que c'est un domaine qui est un peu en voie de disparition, mais là, il y a un comité qui a été mis sur pied à Québec là, à la demande de Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, composé notamment de Sébastien Proulx, l'ancien député du Parti libéral,
qui est arrivé avec des propositions pour que le Québec gagne un peu d'autonomie constitutionnelle. On propose que le Québec adopte sa propre constitution. Écoutez, pour les amateurs de jeux constitutionnels, c'est fantastique. Pour la moyenne des ours, qui est présentement dans son auto, qui est en train de se faire un café, pas sûr que c'est le genre de mesure qui excite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout ça, là, ce serait aussi cette Constitution québécoise pour codifier, disons, les prérogatives, les compétences du Québec, pour empêcher qu'Ottawa fasse des intrusions dans les champs provinciaux de compétences comme celle du Québec. Juste dire qu'il y a une Constitution au Canada qui codifie déjà tout ça, et Ottawa s'en fout complètement. Qu'importe la couleur du gouvernement, plus souvent quand le gouvernement est rouge et libéral, on s'en fout. Mais sincèrement, dans tout ce dont les Québécois ont besoin présentement, une constitution du Québec, pas sûr que ça excite beaucoup les gens. Parlant de ce qu'on a besoin, de ce dont on a besoin, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, dans les différents quotidiens, on parle du stade olympique qui n'a plus de toit, on le sait. Le toit a été démantelé, il était en fin de vie. Et le démantèlement, là, c'est 20 % de la facture totale de 870 millions. Et ça n'inclut pas certains autres frais là, qui vont être nécessaires pour la mise à jour du stade olympique. Moi, je suis un fan du stade olympique. Je trouve ça beau, le stade olympique. Ça m'a pris du temps. Mais même si je trouve ça beau, quand je regarde la facture d'entretien, quand je regarde le milliard qu'on va mettre sur un nouveau toit, même si je trouve que le stade est beau, même si je trouve qu'il fait partie de notre patrimoine historique, s'il servait à quelque chose, je vous dirais, ça vaut probablement la peine. Je sais qu'il y a des activités au stade olympique. Je sais qu'il y a des activités autour du stade olympique. Mais il n'y a pas beaucoup de grands événements qui vont au stade olympique. Il n'y a pas beaucoup d'événements sportifs, culturels. Et un jour, je pense, malheureusement, qu'il va falloir se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'un stade qui abrite des activités qui pourraient être abritées ailleurs? Je sais qu'il y a des bureaux, je sais qu'il y a certaines activités sportives. Je sais que ça coûterait cher aussi démanteler le stade, mais ce qu'on gagnerait en valeur foncière dans cet énorme terrain là, dans l'est de Montréal, bien, probablement que ça compenserait. Mais il va falloir se poser la question un jour. T'sais, je comprends les gens de Québec. Les gens de Québec sont toujours fâchés quand les gens de Montréal disent écoutez, vous parlez de notre aréna, le centre Vidéotron qui a été construit avec les fonds publics. Vous riez de nous autres à cause du troisième lien, puis vous autres, le stade. Honnêtement, à part le fait que c'est du patrimoine dans le paysage montréalais, je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on continue à mettre des millions sur le stade olympique. Chronique à lire dans le journal La Presse aujourd'hui, Francis Veil qui s'attarde au modèle d'affaires de Poste Canada. On sait qu'il y a un conflit à Poste Canada. Et Francis a eu la bonne idée de comparer avec des sociétés des postes en Europe. Là-bas, il y a plusieurs sociétés des postes qui sont soit privatisées ou soit à moitié privatisées, mais il y a une part de privé dans ces entreprises-là. Le courrier est encore livré. Les gens reçoivent encore leur colis avec la Poste nationale. La différence avec Poste Canada, c'est que ce sont des sociétés très généralement profitables. Donc, en Allemagne, Francis a fait le calcul là, de ce que ça, des profits ou des pertes par habitant. Fait qu'on y va avec l'Allemagne, profit 252 $ par habitant. En Italie, 188 $ de profit par habitant. Il y a un modèle là, qui réunit là, pour les postes la Suède et le Danemark, 26 $ de profit par habitant. Royaume-Uni, 15 $ de profit par habitant. Évidemment, là, il y a toutes sortes de particularités nationales. En Italie, la Société des postes qui vend de l'assurance, par exemple. On ne fait pas ça au Canada, ça ne se fait pas partout. Si on compare, Poste Canada perd 38 $ par Canadien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le modèle d'affaires de Poste Canada. Au-delà des conflits de travail, un jour, il va falloir que le gouvernement fédéral se penche là-dessus, mette ses culottes et fasse le ménage dans ce modèle-là, parce que là, les travailleurs des postes qui demandent des hausses salariales de 24 % sur 4 ans, sauf que l'entreprise est très, très largement déficitaire. Francis, là, qui rapporte que sur une période de 6 ans, les pertes après impôts chez Poste Canada, c'est 1,6 milliard de dollars. Donc,
peut-être qu'il va falloir un jour se résoudre à prendre un modèle plus européen et au moins en partie privatisé, juste pour que ça devienne plus efficace. Sur le site de CBC, pour lire un reportage sur le tribunal administratif du logement du Québec, écoutez, c'est des scènes de films qui sont rapportées là-dedans. Des gens qui ont 2 minutes pour expliquer pourquoi ils n'ont pas payé leur loyer. Par exemple, c'est insalubre. Ils arrivent avec des photos. Ils arrivent avec des témoignages. Ils ne peuvent pas habiter là. Ils se font dire, tu vas payer quand même ce que tu me décris là en termes d'insalubrité, d'incapacité à habiter le logement. Il faut que tu ailles. Il faut que tu poursuives au civil. Les gens disent, j'ai pas d'avocat, j'ai pas d'argent pour ça. Non, il faut que tu payes. Mais c'est surtout le côté usine à saucisses qui se distingue de ce reportage-là. 2 minutes, 5 minutes maximum, et on vous entend à peine. Et j'imagine que pour les propriétaires, c'est à peu près aussi la même absurdité, disons. Donc, vous irez lire ça sur le site de la CBC. Ça donne une idée, encore une fois, à quel point au Québec, tout craque. Tout craque. La santé, l'éducation, les routes, etc. Je lisais même, là, il n'y a pas longtemps, là, je ne me rappelle pas, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'expliquait que quelqu'un avait de la misère à avoir l'aide médicale à mourir. Et je me suis fait la réflexion, l'État québécois est incapable de rendre les services comme du monde de la naissance à la mort. Rappelez-vous, il y a aussi tous ces gens qui n'ont pas pu avoir ces derniers temps un certificat de décès pour un proche pour enclencher les procédures de liquidation des actifs. Donc, l'État québécois, toujours aussi inefficace. 6h25, merci d'être là. Vous pouvez nous écrire au 98985. Voici Patrick Lagacé. Son passage en politique n'a pas été super long, mais il a marqué les esprits. Pierre Fitzgibbon, l'ex-ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, maintenant conseiller spécial au cabinet d'avocats d'affaires Osler, Hoskin et Harcourt, est en studio. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bon matin, M. Lagacé. Êtes-vous plus heureux depuis que vous n'êtes plus en politique? Ben, disons, dans un mode plus proactif que réactif. Vous êtes plus souriant. Ça va bien, ça va bien. Quand vous arriviez, là, vous aviez tous vos papiers, puis là, vous étiez là, très sérieux, visage impassible, là, vous êtes plus jasant. Je veux qu'on écoute un extrait d'une entrevue qu'on a réalisée, vous et moi. C'était le 3 septembre, et on va écouter ce que vous m'aviez dit quand je vous avais posé la question à savoir si c'était la dernière fois qu'on se parlait. C'est la dernière fois qu'on se parle, vous et moi? Non. De toute façon, je vais vous dire que moi, j'ai passé l'été à me promener quand même dans les régions, puis... Il n'y a personne qui m'a demandé quand je partais, alors je pense qu'il faut faire attention aussi. Je ne pense pas que les Québécois sont si soucieux de ça, mais... Non, mais vous, là, en votre fort intérieur... Je vous fais une promesse, c'est que quand il y aura une annonce, je vais venir vous voir si vous voulez me recevoir. Je vous avais posé cette question-là, M. Fitzgibbon, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur votre départ éventuel. Quand je vous ai posé la question ce lundi-là, est-ce que vous le saviez que vous partiez? Oui, je l'ai su la veille. Parce qu'on l'a su l'après-midi même que vous partiez. OK. C'était pas embêtant, parce que j'avais dit oui je l'entrevue avant, mais je pense qu'on a corrigé ça par après. Mais effectivement, c'est la veille que ça s'est décidé, moi et M. Legault. OK. Ça vous a-tu déçu, la façon dont ça s'est fait? Parce qu'on vous a poussé un peu vers la porte, là. Oui, non, mais tu as un contexte. Le contexte, je pense, avec M. Legault, on se rappelle peut-être, je l'avais dit en ondes ici, je voulais faire un mandat. Et M. Legault m'a dit, à juste titre, Pierre, il faut que tu continues parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Parce que le premier mandat, on s'est fait voler la moitié du mandat par la pandémie. J'ai dit, parfait, je vais continuer. Il était clair pour moi, M. Legault, que je ne finissais pas le deuxième mandat. Je crois beaucoup à la relève. On avait identifié des gens. Donc, le timing était surprenant un peu, mais on parlait de mots. Alors, ça s'est planifié, ce départ-là. Mais j'ai pas compris. Puis expliquez-moi ça, expliquez ça aux auditeurs. J'ai pas compris, c'était quoi l'empressement de vous pousser vers la porte? Il y avait le gros projet de loi, il y a le gros projet de loi là, sur l'énergie qui était dans le pipeline parlementaire. Vous étiez l'homme pour porter ça. Je n'ai rien enlevé à Mme Fréchette qui fait bien ça. Pourquoi c'était pressant de vous pousser vers la sortie? Quand on a pris la décision de quitter, on a un échéancier qui a été discuté et entendu, à un moment donné, M. Legault, c'est comme un chef d'entreprise, doit avoir son équipe avec lui. Alors, quand c'est un membre de ton équipe qui ne sera pas là, à un moment donné, ça affecte un peu le comportement. Dans mon cas, évidemment, j'aurais été très respectueux. Je le suis encore, d'ailleurs, pour mes anciens collègues. Mais je pense que M. Legault a conclu que, étant donné que j'avais pris cette décision-là, on avait un échéancier qui aurait été... aujourd'hui, en fait. Il dit, écoute, dans ce contexte-là, peut-être c'est mieux. Puis Mme Fréchette fait un excellent travail, comme vous avez dit. Puis la relève, il faut la planifier. C'est pas un hasard, c'est arrivé tout ça. Alors moi, je pense que c'est une question purement de cohésion ministérielle. Et M. Legault ne voulait pas me mettre dans une situation où j'aurais pu peut-être être en porte-à-faux, ce qui n'a pas été le cas, de toute évidence. Ce que j'entendais aussi, c'est que malgré vos talents,
ils étaient un peu tannés au bureau du PM de vos déclarations qui n'étaient pas, disons, approuvées, qui n'étaient pas scriptées. Ben, effectivement, je ne dirais pas que j'avais de très bonnes relations avec le bureau du premier ministre, mais comme on sait, c'est complexe, un parti politique, parce que les lignes de parti, c'est important. Donc, est-ce que je te conformiste aux lignes de parti? Pas nécessairement. Puis on vous le faisait savoir qu'on aimait pas ça. Oui, puis évidemment, c'est correct. Si, par exemple, s'il n'y avait pas à avoir un tunnel entre mon bureau et le Salon Bleu, ben, j'aurais pris le tunnel pour éviter les journalistes. Le bureau du premier ministre aurait voulu faire ça. Mais en même temps, je pense qu'on regarde froidement ce qui s'est passé dans 6 ans. Bon, il y a eu quelques déclarations qui ont peut-être été controversées, mais il n'y a pas eu de matière problématique. Là. OK. Parlons de la filière batterie maintenant. C'est un des projets que vous avez laissé en plan, évidemment, même si vous étiez parti à la fin de votre mandat, c'est quelque chose qui va se déployer dans le temps. On va écouter un extrait de cette entrevue que vous m'aviez donnée là, au début du mois de septembre. C'est à propos de Nordvolt. Si Nordvolt n'a pas de succès, fait faillite dans le monde, ce qui n'arrivera pas selon moi, on pourrait perdre les 200 millions qu'on a mis dans la société mère. Mais l'investissement qu'on a fait dans la filière batterie, il faut y croire. Moi, j'y crois encore, malgré le retard. Presque 3 mois plus tard, y croyez-vous encore? Bien, la filière batterie, absolument. Je pense que quand on regarde le fondement de la filière, on parle de 17 milliards d'investissements. Oui, Nordvolt, c'est 7. La question, soit savoir quelle vitesse va se déployer si ça se déploie. Mais je pense que ça va se déployer, ça peut être plus long. Mais on regarde, on va faire des cathodes à Bécancour. Toutes les forces vives institutionnelles, les universités, on a créé une zone d'innovation. Alors, je pense que ça va rester. À quelle vitesse ça va se déployer? Quelles vont être la chimie des batteries, par exemple? Il y a toutes sortes de questionnements dans le monde. On le voit là, avec ce que la Chine fait présentement. Alors, je pense que la filière batterie va être un succès. Quel rôle va jouer Nordvolt dans la filière batterie? C'est clair qu'il y a un peu le chemin est sinueux présentement, là, pour dire. OK. Sur Nordvolt, vous n'êtes pas aussi optimiste que vous l'étiez début septembre. Ben, écoutez, c'est clair qu'en Suède, on questionne beaucoup à la vitesse à laquelle Nord a pu produire des batteries. Les batteries comme telles ont toujours été prouvées comme étant des bonnes batteries. Alors, évidemment, il y a un focus sur la Suède. Bon, la déclaration sur la loi de protection des créanciers, il va y avoir une restructuration. Je pense que Nordvolt va revivre de ses cendres, mais ça va être un nouveau Nordvolt. Pour le Québec, c'est un projet séparé. Je pense qu'il y a du financement qui va devoir être obtenu. Au Québec, par exemple, comme vous savez, on est exposé sur un prêt sur un terrain, donc ça, c'est sécurisé. On a un prêt de 200 millions au niveau de la mer qui va être restructuré. Donc, il y a une incertitude sur la valeur des investissements. Mais je pense que la destination finale des véhicules électriques ne changera pas. La vitesse à laquelle ça va se faire peut être retardée, par contre. Mais c'est pas sûr non plus que, même si les véhicules électriques, c'est une partie de l'avenir, c'est pas sûr que ce sera des batteries de Nordvolt. Ben, vous l'avez dit, il y a des batteries sud-coréennes, chinoises, qui fonctionnent. C'est un pari pour un constructeur de dire, oui, moi, je vais faire affaire avec Nordvolt, qui a eu de la misère à livrer des batteries, par exemple, à BMW. Oui, vous avez raison, mais en même temps, je pense que la dépendance asiatique, les gens sont un peu soucieux de ça, incluant les Américains. Alors moi, je pense que Nordvolt est un des seuls fabricants de cellules éventuellement indépendants. Est-ce que la chimie des batteries de Nordvolt va devoir changer? Par exemple, on parle de LFP. Les Chinois peuvent produire des voitures à 30 000 canadiens. Alors, c'est sûr que ça change la donne. On parle beaucoup de modèles hybrides. Donc, il y a du vent de face. Mais moi, je pense que la destination ne changera pas. Et le Québec, je pense, somme toute, on a quand même plusieurs investissements qui vont bien. On a des institutions du savoir qui s'incorporent à ça. L'Université du Québec, par exemple, Concordia. Je pense qu'on bâtit des forces vives qui vont pouvoir être utilisées dans le futur. C'est impossible pour vous que la filière batterie, là, quand on va faire le post-mortem dans 5 ans, dans 10 ans, au Québec, ce soit un échec? Non, je ne pense pas. Parce que je pense que c'est inévitable. La destination va rester la même. On regarde les investissements. J'ai entendu des choses, des milliards, des milliards. Bon, aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard d'investissements. Il n'y a pas eu de subvention à date parce que les projets n'ont pas fini. Il y a 1 milliard d'investissements. Par exemple, on a mis 300 quelques millions dans Nemaska. Nemaska, vous savez, a été acheté par Rio Tinto indirectement avec Arcadium. Le placement de la Nemaska a probablement pris de la valeur. Alors, moi, je pense que les composantes vont changer. Il y a des joueurs peut-être qui ne se rendront pas à terme, mais ultimement, l'avantage Québec pour la chaîne d'approvisionnement électrique en Amérique du Nord, selon moi, Hydro-Québec, nos minéraux critiques, notre talent, je pense que c'est une force vive. Il y a des joueurs, par contre, des joueurs québécois sur lesquels le gouvernement a parié, québécois et étrangers aussi, là, qui ont planté en bourse de la filière électrique. Lion Électrique, chute de 86 %. LeaderTech, moins 89 %. Vision Marine, moins 98 %. Taiga n'est plus solvable. Nouveau Monde Graphite, moins 49 en bourse.
Quand vous voyez ça, est-ce que vous dites on n'a pas parié sur les bons joueurs ou même on n'aurait pas dû parier là-dessus? Bon, parier sur les bons joueurs, ça, c'est une science qui est très difficile à maîtriser. Alors moi, je pense qu'il faut regarder de façon macro. Encore une fois, je me répète, mais je pense que les forces vives sont là au Québec. On a un avantage Québec qu'on peut bien promouvoir. Au fil des investissements qui seront faits, certains vont moins bien faire que d'autres, c'est clair, mais je pense qu'on s'en va à bonne place. On parle de Lion électrique. Lion est quand même aujourd'hui la seule opération manufacturière d'autobus scolaires électriques en Amérique du Nord. Alors, il y a un avantage comparatif. L'adoption des voitures, des autobus, m'excuse, n'est pas aussi rapide qu'il avait été anticipé. Mais juste une seconde, vous m'étonnez quand vous dites ça, parce que Lyon a l'air d'être aux soins palliatifs présentement, là. Lyon est aux soins palliatifs parce que les contrats ne sont pas là. Le Québec, par exemple, le Québec achète à peu près 500 véhicules par année de transport électrique scolaire. Il en faut 1000 pour être point mort. Donc, le reste du Canada, les Américains ne sont pas encore là. Mais donc, vous croyez encore à Lyon? Je crois qu'il faut électrifier le transport scolaire. Avec Lyon? Ben, avec Lyon, c'est le seul qui en produit présentement. Par contre, il faut que les commandes Parce soient que là. c'est pas super fiable, semble-t-il. Non, je ne pas ça. Je pense qu'il y a eu des améliorations. Il y a une 4e batterie maintenant pour avoir une plus grande autonomie. Moi, je pense que ça fonctionne. C'est une technologie de rupture. Puis on revient à votre question. Quand on parle de technologie de rupture, c'est sûr qu'il y a des difficultés. On regarde Elon Musk avec Tesla. Ça n'a pas été un joyeux. Ça n'a pas été joyeux pendant 16 ans. Là. Alors moi, je pense qu'il faut accepter qu'il y a des soubresauts. La route peut être sinueuse. Aujourd'hui, on questionne. La question fondamentale aujourd'hui, c'est la chimie des batteries, l'autonomie par rapport au coût, les Chinois qui dominent l'industrie. Alors la question, est-ce qu'on veut dépendre des Chinois? Moi, je pense qu'il faut faire un effort pour... Là, je vais vous poser une question plate sur Lyon, là, parce que votre optimisme, il faut que je le talonne un peu. Là. Vous êtes un investisseur. Est-ce que vous metteriez de l'argent dans Lyon, de votre cash? Écoutez, le problème de Lyon, là, c'est la dépendance, puis ça va être bizarre de dire ça, au gouvernement. Il faut que le gouvernement... Canadiens, les Américains aussi, puissent subventionner. Alors, quand on parle de subvention gouvernementale, c'est jamais le fun pour une industrie. Alors, c'est complexe. Il y a des risques parce que si les commandes n'arrivent pas dans le reste du pays, parce qu'on veut retarder la décarbonation, ben, Lyon va avoir des problèmes. OK, je veux vous entendre sur Trump. Oui. Trump a été réélu pour un deuxième mandat. Il va prendre le pouvoir le 20 janvier. Déjà, il a envoyé des signaux que les Mexicains et les Canadiens vont devoir payer 25 de tarifs douaniers pour leurs exportations. Le croyez-vous? Écoutez, comme tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de négociations. Je pense que M. Trump, c'est pas surprenant, veut ériger une forteresse américaine. Il va être protectionniste autant que les démocrates l'ont été en passant. Moi, Mais de façon plus imprévisible. Oui, exact. Mais je pense que le Canada et le Québec, évidemment, doivent promouvoir nos atouts. Moi, je regarde au niveau québécois, là, je ne suis plus impliqué, évidemment, à ce niveau-là. Je regarde ce qu'on fait avec l'électricité. On va envoyer 20 TWh d'électricité à Massachusetts puis à New York. On avait nos minéraux critiques stratégiques. Il y a beaucoup de choses. L'aluminium. Les Américains veulent notre aluminium. Alors moi, je pense qu'il faut s'assurer que la forteresse devienne nord-américaine et que le Canada et le Québec soient partie de ça. Et je pense qu'on peut promouvoir les atouts du Québec aux républicains. Et ça se fait déjà. M. Legault a organisé un comité, M. Trudeau aussi. On prend la bonne approche. On a 2 mois pour les convaincre que nous sommes un partenaire. Nous ne sommes pas des ennemis. Je ne vous sens pas aussi inquiet que le gouvernement du Québec, le gouvernement de l'Alberta, de l'Ontario. Ben, l'inquiétude que j'ai, c'est que ça peut miner la stabilité du Canada. Ça peut miner aussi beaucoup... Il y a beaucoup de compagnies étrangères qui viennent au Canada pour pouvoir trancher les Américains. Pour le libre-échange. Exactement. Donc là, on va créer une période qui va être difficile au niveau de la stabilité, au niveau de la perception. Mais je pense que quand les gens vont s'asseoir ensemble, ils vont promouvoir quel est l'avantage Québec, l'avantage canadien pour les Américains, je pense que les Américains vont conclure qu'ils ont besoin de nous autres. Et il y a beaucoup de ça qui est relié à la sécurité des frontières, par exemple. Puis ça, je pense que M. Legault est très clair, et M. Trudeau aussi. On reconnaît tous qu'il faut faire attention avec les frontières. Alors, si on prend des mesures qui vont rendre M. Trump confortable, qu'on va protéger nos frontières, puis qu'il va réaliser que l'électricité du Québec, ils en ont besoin, parce que les centres de données aux États-Unis, ils n'ont pas l'électricité de l'affaire. Nous, on peut l'avoir, on le renvoie. Alors, moi, je pense qu'on est capable de jouer nos cartes, mais ça va être un chemin qui va être tumultueux. Il y a des gens qui se disent on est trop dépendant des États-Unis, puis là, bon, on le voit quand il y a des soubresauts aux États-Unis, ben on va casquer.
est-ce que c'est une vue de l'esprit de penser qu'on pourrait diversifier nos exportations? C'est 75 de nos exportations au Québec qui s'en vont sur le marché américain. Avec toi, on essaye. C'est clair. Tantôt, avec votre collègue, vous parliez, c'est bien beau. Avec Marie-Ève Fournier. Au Brésil, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais comment on fait ça demain matin? Le transgénésie, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé en Chine pendant des années. Alors, c'est clair qu'on veut, puis comme gouvernement, on a essayé avec un certain succès, mais c'est pas fini, cette route-là, d'avoir une moins grande dépendance. Mais c'est un marché qui est sain. C'est un marché qui est conforme à nos valeurs. Là, je parle de niveau économique. Alors, moi, je pense il faut essayer de diversifier, mais plus important, il faut que le Québec, le Canada deviennent partie prenante de la forteresse nord-américaine. Bon, on va terminer sur une note un peu plus personnelle. J'ai été très surpris de lire ce reportage d'Émilie Dubreuil sur le site de Radio-Canada. Ça a été une de vos premières entrevues post-politique, M. Fitzgibbon, où vous avez parlé de votre vie amoureuse. Vous êtes le dernier gars que j'imaginais aller parler de ça dans les médias. Là, vous avez un grand sourire. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que l'entrevue, je voulais faire une transition hors de la politique, puis montrer qu'il y a un être humain en arrière d'un politicien, d'une part. D'autre part, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie. En fait, je n'ai plus maintenant que je n'avais même à l'époque, et il faut que je la répartisse de la bonne façon. Alors, je pense que j'ai un équilibre dans ma vie que j'ai repris qui était intéressant. Vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes le dernier gars que j'imaginais aller s'épancher comme ça, puis c'est pas péjoratif quand je dis s'épancher. Il y a d'autres politiciennes, je me serais attendu. Mais Pierre Fitzgibbon, avec sa face de gardien de prison qui parle d'amour, vous devez vraiment être en amour. Ben écoutez, c'est ma nouvelle vie, je pourrais dire. J'ai mon passage en politique. Je ne réponds pas à votre question, là, puis je ne veux pas de toute évidence, là, mais écoutez, non, mais je veux rien savoir de votre vie amoureuse. Je suis bien à ma peau. C'est le mécanisme qui vous a poussé à dire oui, je vais répondre à Émilie Dubreuil. Puis... Madame Dubreuil, de la vraie histoire. Comment c'est arrivé? J'ai rencontré Madame Dubreuil à plusieurs reprises quand j'étais chez Radio-Canada. Et elle m'avait toujours dit, je vais faire une entrevue avec toi personnelle. Je lui ai dit, non, je suis en politique, on ne va pas de l'entrevue personnelle. Et quand j'ai quitté la politique, dans les jours qui ont suivi, elle m'a rappelé, puis je me rappelais d'elle, puis elle m'a dit, là, c'est le temps. Et là, j'ai pensé à quelques heures, je me dis, bon, dans quelle trappe je vais me ramasser? Alors, finalement, je suis allé, puis ça a été très, très bien. Je suis bien content de l'entrevue, puis bon, le côté plus humain de l'individu que j'ai voulu présenter. Vive l'amour! Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. Bonne chance dans tous vos projets. Et merci d'être venu nous visiter aujourd'hui. C'était Pierre Fitzgibbon. Et comme à l'époque, Pierre Fitzgibbon, je suis en train de faire le bye-bye comme ça. Je clôt l'entrevue. Il est déjà debout, met son manteau, comme à l'époque où il était en politique. C'était Pierre Fitzgibbon, l'ex-ministre. Il me tend la main présentement. Désolé, je me tasse du micro. Pierre Fitzgibbon, l'ex-ministre de l'Économie. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Dans les dernières heures, il y a eu l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah est situé au Liban, donc au nord de l'État hébreu, et ça fait suite à des mois et des mois de combats entre la milice libanaise et l'État hébreu. Notre ami Fabrice de Pierrebourg est sur le terrain à Beyrouth depuis lundi. On le rejoint immédiatement. Salut Fabrice! Bonjour Patrick. Tu es au Liban depuis 2 jours. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci à Beyrouth? Écoute, là, en ce moment, il est 3 heures de l'après-midi à Beyrouth. Ça fait 11 heures que ce fameux cessez-le-feu tant attendu est entré en vigueur, donc à 4 heures du matin. C'est 60 jours de trêve, Patrick, après 14 mois de combat, près de 4000 morts, 15 000 blessés. Ces 60 jours, c'est le délai négocié par la France et les États-Unis pour que Israël se retire de ses positions au sud du Liban. Ils sont pénétrés sur quelques kilomètres environ et laisser toute la place à l'armée libanaise et ces milliers de soldats qui vont rejoindre les casques bleus de la FINUL qui sont déjà présents depuis les années 70, figure-toi, tout le long de la ligne bleue. C'est ce qu'on appelle c'est le nom donné à cette frontière non reconnue qui sépare le Liban d'Israël. Le Hezbollah, lui, en contrepartie, il devra démanteler toutes ses installations parce que c'était vraiment sa région, retirer ses miliciens et leurs armes au nord du fleuve Litani, à 30 km de cette frontière. C'est conforme finalement à une résolution des Nations Unies qui avait été signée au cours de l'été 2006. Tout le monde s'en souviendra quand il y a eu cette guerre d'1 mois déjà entre Israël et le Hezbollah. Mais beaucoup, Patrick, se demandent aujourd'hui comment ça va s'appliquer. Ici, si ce cessez-le-feu va tenir pendant 60 jours, parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Et ce qui irrite beaucoup les Libanais ici, de ce que j'ai entendu depuis hier soir, quand Netanyahou et Biden ont fait leur discours, c'est que ça laisse toute la liberté d'action à Israël pendant ces 60 jours pour frapper sans préavis. Et Netanyahou l'a bien dit hier soir, c'est que
Oui, il dit qu'il a ramené le Hezbollah 10 ans en arrière, quasiment à l'âge de pierre, mais que si jamais le Hezbollah tente de se réarmer ou s'il creuse des tunnels ou n'importe quoi, il frappera très durement. C'est les mots qu'il a employés. Alors en attendant, depuis ce matin, Patrick, il y a beaucoup de réfugiés. Il y a 800 000 déplacés au Liban, en particulier du sud et de la région de Baalbek, dans la Bekaa, près de la frontière syrienne, qui s'est réfugié à Beyrouth. Et là, depuis ce matin, on voit beaucoup de voitures avec des matelas, puis des voitures chargées de valises et des habitants qui décident de retourner dans le sud chez eux, alors que l'armée israélienne, ce matin encore, leur a interdit d'y aller en disant « n'approchez pas de nos positions ». C'est aussi des secteurs où il peut y avoir des mines, des munitions non explosées. Mais le président du Parlement libanais, qui est un chiite, lui a au contraire encouragé les habitants à rentrer chez eux fièrement, en rendant hommage, je le cite, aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour cette victoire, et d'aller réoccuper ces villages, d'aller réoccuper leurs champs d'oliviers. Mais ils risquent de trouver, Patrick, des villages qui ont été complètement rasés par les Israéliens. On a vu des images d'ailleurs de ces villages qui ont été dynamités en série tout le long de la frontière. Fabrice, c'est pas ton premier voyage au Liban. Tu as souvent fait des reportages sur la situation là-bas, aussi sur la force du Hezbollah comme mouvement politique, comme milice militaire aussi. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que le Hezbollah est fortement diminué depuis le début des affrontements avec Israël. Oui, puis surtout depuis la fin septembre, quand Israël a bombardé, aplati un quartier entier d'Aïe, qui est le quartier sud de Beyrouth, pour tuer son secrétaire général charismatique, Hassan Nasrallah. Depuis, il a été remplacé, mais effectivement, le Hezbollah a perdu beaucoup de ses munitions. Israël dit qu'ils ont perdu, par exemple, 70% de leurs drones. Mais tu vois, hier encore, jusqu'à ce matin, jusqu'aux dernières heures avant le couvre-feu, la banlieue sud de Beyrouth, on a vécu un véritable cauchemar. Ça a été des tapis de bombes largués par Israël pour essayer, affirmait-il, d'anéantir le plus ce qu'ils appellent d'infrastructures terroristes du Hezbollah jusqu'au dernier moment. Et la plus grosse de ces frappes, Patrick, a eu lieu dans l'après-midi. Personne n'avait jamais vu ça depuis des années. Moi, je l'ai vu, c'était environ 3 heures, il était environ 3h15, 3h30. Il y a 8 avions de chasse israéliens qui ont survolé le ciel de la capitale et qui ont largué un tapis de bombes sur une vingtaine d'immeubles qui étaient présentés comme des infrastructures ou de financement ou militaires de la milice chiite pro-iranienne. Et très vite, la moitié de la ville a été recouverte d'une fumée très âcre, très épaisse. Et ça a continué comme ça, avec des avis d'évacuation lancés par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne sur X, jusqu'à, je dirais, 1h, 2h du matin. On entendait les drones survoler sans cesse la ville et malgré la circulation, malgré le bruit des klaxons, des ambulances, on entendait ces drones qui tournaient autour de nous. Et ça finit crescendo vers 3h du matin lorsque des avions de chasse ont survolé à très basse altitude et très vite la capitale du Liban, comme un dernier message, un ultime défi finalement à la population, quoi. C'est un mouvement militaire, c'est un mouvement politique aussi. Est-ce que politiquement, le Hezbollah va payer un prix parce que militairement, il a été quasiment défait par Israël? Ce qui est important, Patrick, de préciser, effectivement, c'est que le Hezbollah, c'est une milice armée qui était très puissante, mais c'est aussi un parti politique légitime qui a des députés et des ministres au sein du gouvernement. Et pendant beaucoup de communautés, le Liban, c'est un pays de communautés religieuses. Hein, le pouvoir se partage. D'ailleurs, c'est très critiqué par plusieurs entre les musulmans chiites, entre les musulmans sunnites et les chrétiens. Le président du Parlement, c'est un chiite. Il n'y a plus de président au Liban depuis des années, 2 ans environ, parce que beaucoup de Libanais accusent le Hezbollah de bloquer l'élection de ce président. Donc on est en même temps, toute cette guerre est survenue dans une impasse politique, et il y a des gens qui se demandent, moi j'ai parlé à beaucoup de gens hier, si le Hezbollah ne va pas finir par se retourner contre une partie de la population libanaise, maintenant qu'ils ne peuvent plus combattre contre Israël, et c'est déjà arrivé en 2008, lorsque le Hezbollah fait un coup de force dans Beyrouth d'ailleurs, contre des musulmans, contre un quartier musulman sunnite. Donc, c'est une grande inconnue pour l'instant. Le Hezbollah vient d'annoncer qu'ils vont organiser des grandes funérailles populaires pour leur chef, Hassan Nasrallah. Ils n'avaient pas pu le faire jusqu'à présent. C'est sûr qu'on s'attend à un déploiement de force, mais depuis ce matin, le Hezbollah, lui, son discours, c'est de dire on a gagné. C'est la même chose qui est intervenue à la fin de la guerre de 2006, où Israël avait quand même été obligé de replier face au Hezbollah. Donc aujourd'hui, le Hezbollah, le message qu'il partage dans la population, et on le voit aussi avec des voitures des gens qui agitent le drapeau de ce mouvement, c'est en fait, c'est le feu, c'est une victoire face à Israël qui est épuisée. Quand même, Netanyahou l'a dit hier, que son armée avait besoin de repos parce qu'ils sont à la fois
sur le front de Gaza et le front du Liban. Et ils s'intéressent maintenant à l'Iran. Donc, pour le Hezbollah, c'est clair, ils vont essayer de reprendre l'avantage, essayer de tirer profit. Mais le pays, lui, est complètement exsangue. Il était déjà au bord de l'effondrement, ce que disait le diplomate en chef de l'Union européenne il y a 2 jours. Encore une fois, près de 4 000 morts, 15 000 blessés. On dit que les dégâts directs et indirects économiques sont évalués à près de 10 milliards de dollars. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui va payer? Bonne question. Merci beaucoup, Fabrice, de nous avoir parlé. On va se reparler très bientôt. Fais attention à un reportage là-bas au Liban. Merci. Oui. C'était Merci. le journaliste d'enquête correspondant à l'étranger, Fabrice de Pierrebourg. Il est là-bas à Beyrouth présentement en reportage pour le magazine L'Actualité. Parlons maintenant de ces déclarations choc de Donald Trump. Le lundi soir, il a envoyé sur son réseau social des signaux aux Mexicains, aux Canadiens pour leur dire « Dès que je vais prendre le pouvoir le 20 janvier, il y aura imposition de tarifs douaniers de 25 % sur toutes vos exportations vers les États-Unis. » Il a aussi mentionné que tout ça était lié à la protection de la frontière, notamment au fait que par les frontières mexicaines et canadiennes, il y a des migrants illégaux qui passent et aussi de la drogue, notamment du fentanyl. Il y a un article très intéressant qui met tout ça en perspective dans la presse aujourd'hui sous la plume de Vincent Larouche. Il est avec nous. Vincent, salut! Oui, salut. Donc, on peut dire que ce que fournit, entre guillemets, le Canada en termes de drogue aux Américains, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a pas beaucoup de saisies, par exemple, de fentanyl, autre drogue, à la frontière, si on compare avec ce qui passe par la frontière sud. Mais tu as des révélations là, d'un ancien de la GRC aujourd'hui qui dit que le problème est plus vaste que ça. Exact. Alors, Patrick, premièrement, les chiffres, si on regarde les chiffres de saisie à la frontière, ce qui est saisi à la frontière canadienne par les autorités frontalières américaines, c'est microscopique. C'est quelques doses dans un océan de drogue qui entre par la frontière mexicaine. Et principalement, si on parle du fentanyl, c'est presque anecdotique, c'est 0,1% des saisies de fentanyl aux frontières qui viennent de la frontière canadienne. Alors, on regarde ça et on se dit, on devrait s'en tirer d'affaire. C'est pas nous qui sommes responsables des problèmes avec le fentanyl. Cela dit, quand on parle, j'ai parlé avec plusieurs policiers de ce sujet-là, et il y en a un qui a accepté d'aller on the record pour notre article, mais il nous dit, écoutez, le problème est beaucoup plus large. Ils ont des gros griefs envers les autorités canadiennes, les Américains, et M. Trump s'est saisi de ces griefs-là qui nous ont été communiqués depuis longtemps. Alors, ce qu'on nous reproche, c'est que toutes ces organisations criminelles multinationales qui brassent des milliards de dollars, qui sont impliquées dans l'importation de fentanyl à partir de la Chine, son traitement par les cartels mexicains au Mexique, puis son introduction aux États-Unis, ces organisations-là, elles sont présentes en Chine, au Mexique et au Canada. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous ne luttez pas assez contre ces organisations-là au Canada, même si le produit lui-même ne part pas du Canada pour entrer aux États-Unis, il y a des fonds, des produits de la criminalité, des mouvements d'argent qui passent par le Canada. Vous ne les saisissez pas, vous n'intervenez pas assez. Ça semble trop difficile pour votre système de justice de mener les enquêtes à terme. Il n'y a pas d'arrestation de membres des cartels mexicains ou des organisations chinoises qui participent à l'exportation du fentanyl en sol canadien. Il n'y a pas de lutte au blanchiment, au recyclage ensuite des produits de cette criminalité-là qui semble suffisante aux yeux des autorités américaines. Alors, tous ces griefs-là qui ont été communiqués de longue date aux Canadiens, M. Trump s'en est saisi et il dit, là, vous allez faire quelque chose parce que je vous menace cette fois de vous imposer des tarifs douaniers. Vincent, ce qui est intéressant dans les propos de cet ancien policier de la GRC que tu rapportes dans la presse, c'est que, bon, au Canada, on le sait, les enquêtes policières prennent du temps. Devant les tribunaux, c'est sans fin. En fait, c'est tellement sans fin qu'on attend de déposer les accusations pendant des années pour pas se buter à un arrêt de Jordan. Nous, ici au pays, on a nos griefs face à ça, mais ça n'a pas échappé aux Américains. Cette lenteur-là finit par nuire aux relations avec les Américains.
Oui, ce que cet ancien surintendant de la GRC me dit, c'est non seulement ils suivent ces causes-là et ces déboires-là des autorités canadiennes devant les tribunaux, mais ils les suivent encore plus probablement que le Canadien moyen. Ils sont très, très, très attachés à suivre comment ça fonctionne ici et voir comment c'est difficile. Et je donne seulement un exemple. Écoutez, le FBI a demandé l'aide de la GRC à Montréal pour mener une perquisition chez un professeur d'université de McGill qui était accusé aux États-Unis de voler des technologies à usage militaire et à les fournir à la Chine. Et donc, la GRC s'exécute. Ils vont chez le professeur d'université pour mener cette perquisition. Et ça prend 7 ans ensuite de dispute devant les tribunaux canadiens pour déterminer est-ce qu'on envoie ou non le matériel au FBI en Californie, là où des accusations sont déjà déposées. Et les co-accusés dans cette cause-là ont eu le temps d'être jugés, condamnés, faire leur prison, etc. Ici, ça poirote, ça piétine, c'est difficile et les Américains sont très, très, très au fait de toutes ces difficultés-là. Et ça finit par nuire à nos relations avec les Américains. Donc, c'est une question qui est plus large que le fentanyl. Mais il y a le fentanyl, il y a les migrants aussi, là, qui étaient mentionnés par M. Trump. Sur la simple drogue là, qui passe les frontières, c'est pas ça le grief des Américains. C'est que les cerveaux viennent au Canada, Vincent, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire moins achaler qu'ailleurs. Les cerveaux viennent au Canada et j'ajouterais, Patrick, leur argent passe par le Canada et ça semble très difficile de l'intercepter. Un papier à lire dans la presse. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Vincent Larouche, journaliste de l'équipe d'enquête de la presse. Notre ami Benoît Charette est au bout du fil parce que j'ai reçu un courriel. J'ai reçu un courriel d'un auditeur qui m'a fait savoir qu'il a acheté un véhicule électrique, une Kia EV9. Et il est content de son véhicule, sauf que là, la date de changement des pneus approche. Il faut mettre des pneus d'hiver sur son véhicule. C'est à partir du 1er décembre, si je ne m'abuse. Impossible de trouver des pneus. On s'est posé la question. Est-ce que c'est très répandu d'avoir des véhicules comme ça et de ne pas pouvoir trouver de pneus? Salut, Benoît. Salut, Patrick. Benoît, comme chroniqueur automobile, comme auteur du livre L'annuel de l'automobile 2025, est-ce que c'est la première fois que tu entends ça? Avoir un véhicule neuf, pas être capable de trouver des pneus adaptés pour l'hiver. Ce n'est pas la première fois. Faut pas paniquer. C'est des cas qui sont quand même exceptionnels. Mais tous les nouveaux modèles, surtout dans les modèles électriques, ont des grandeurs de pneus atypiques. C'est-à-dire qu'on doit avoir un pneu un peu plus absorbant en raison du poids du véhicule. Puis c'est maintenant la norme d'avoir des pneus de 21, 22, 23, puis il y a même des 24 pouces qui ont commencé à apparaître sur le marché. Donc, évidemment, chez les marchands de pneus, on n'en tient pas beaucoup en inventaire. Et là, il y en a qui ont été un peu surpris par la popularité de certains modèles. Bon, tu nommes le EV9, c'est un exemple. Le Chevrolet Equinox EV, le Blazer EV se sont très bien vendus et se sont vendus beaucoup depuis l'été. Donc, il n'y avait pas de nécessité d'avoir des pneus d'hiver, mais là, le premier hiver arrive et là, on se ramasse avec l'obligation au Québec d'avoir des pneus au 1er décembre, tu l'as dit tantôt, jusqu'au 15 mars, puis là, on ne trouve pas de pneus d'hiver. Donc, ça peut poser problème. Moi, j'ai eu le même cas que toi pour une personne que je connais qui avait un Equinox dans le 21 pouces. J'ai l'impression qu'on va devoir se rabattre sur les pneus de base qui sont des 19 pouces, mais à ce moment-là, ça prend des jantes pour aller avec les pneus, puis des fois, les jantes sont aussi rares à trouver que le pneu. Donc, pour certains nouveaux modèles, oui, ça peut poser problème. Est-ce que ça touche surtout des véhicules électriques et hybrides? Surtout des véhicules électriques, il y a quelques grandeurs, parce que dans des grandeurs, je dirais, de modèles à essence ou hybrides, on va souvent mettre des pneus qui sont déjà assez communs, c'est-à-dire qu'on trouve sur d'autres modèles, donc qui ne sont pas trop difficiles à trouver. Mais je donne l'exemple de l'Equinox, qui est un 275 40-21. C'est une grandeur rare parce que le 40, au niveau moi j'appelle l'épaisseur du pneu, généralement on est plus dans le 30 ou dans le 35. On est moins dans le 40. Donc, ça en fait un pneu plus rare. Évidemment, ils sont assez chers. Là. On parle entre 250 et 325 $ du pneu, là, selon la marque que vous allez trouver. Donc, les marchands
marchands n'en gardent pas des dizaines de jeux en inventaire parce qu'on se dit, bon, je vais en vendre combien de ça? Puis là, ben finalement, certains modèles se sont vendus très bien. Et là, ben, on se ramasse un peu à court d'inventaire. C'est cet auditeur-là qui m'a écrit là, à propos de son Kia EV9. Là, il me pose la question, il dit « Qu'est-ce que je fais? J'ai un véhicule neuf, je trouve pas de pneus. » Évidemment, il veut pas rouler puis être en contravention de la loi ou même se mettre en danger. As-tu une idée de solution pour lui et ceux qui ont des problèmes comme ça? Bon, là, on est rendu à une semaine d'obligation. Moi, le conseil que j'ai donné à tous les gens, c'est acheter vos pneus au mois d'août. Achetez-les. Les marchands de pneus ont déjà des pneus d'hiver au mois d'août. Il faut les acheter tôt. Là, on est rendu proche de la date limite. Appelez les gros revendeurs de pneus. Il y a des compagnies, là, des grosses compagnies qui devraient probablement en avoir. Mais moi, écoutez, là, j'ai dû faire 6 téléphones avant de trouver des pneus 21 pouces pour un Chevrolet Equinox. Là. Donc, il faut faire des appels. Il y en a peut-être en petite quantité, là, mais moi, il y en a qui m'ont dit j'en ai eu tant de paires, tant de jeux, puis ils sont vendus, j'en ai plus. Puis là, ben, au moment où on se parle, recommander des pneus d'hiver, généralement, les marchands ont un certain nombre qu'ils reçoivent pour l'hiver. Et bon, dans les marques populaires, oui, on peut peut-être recommander, mais dans les grandeurs plus rares, une fois qu'on les a vendus, généralement, là, l'inventaire est passé, pour ne plus. Bon, mais traduction à tous ceux qui ont ce problème-là, bonne chance à tout le monde. Oui, c'est à peu près ça pour le moment. Merci beaucoup, Benoît. Pas beaucoup d'espoir, mais au moins les gens sont avertis. Peut-être acheter les pneus au mois d'août pour des véhicules hors normes comme ça. Bonne journée, Benoît. Salut, merci. C'était Benoît Charette, chroniqueur automobile et auteur du livre L'annuel de l'automobile 2025. Animateur aussi dans notre espace ici de Ça tient la route sur C23. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille en studio quelqu'un que vous connaissez, humoriste, on l'a connu comme ça, mais un artiste tout-terrain, je dirais. Il excelle dans plein de sphères du monde des arts. Salut Stéphane Rousseau. Comment ça va, mon Pat? Ça va très bien, toi? Mais ça va super bien, écoute, tellement. Je me faisais cette réflexion-là parce que on sait que tu fais de la peinture, mais avec succès, d'abord l'humour, aussi l'écriture. Tu as un livre qui a été publié il y a quelques années, là, qui a été extrêmement vendu, extrêmement commenté, et aussi la peinture, je l'ai dit, acteur aussi. Je ne pense plus à toi comme un humoriste. Bien, c'est une bonne chose parce que moi, je ne sais pas jusqu'à quel point je me sentais humoriste dans ma vie. Par moments, je me sentais même imposteur à ce niveau-là parce que, bon, je donnais dans la performance souvent. J'ai toujours, même sur scène, été un peu multidisciplinaire. Puis je me suis toujours considéré plus comme un artiste, je sais pas trop. Mais humoriste, je me sentais des fois boudé, même par certains de mes pairs à une époque, avant de réussir à faire mes classes. Puis ça a été pareil en tant qu'acteur, puis évidemment en tant qu'artiste visuel aussi. Là, Donc, tu es habitué à être snobé? Au début? Au début. Mais c'est normal parce que quand tu vises un peu partout, ben avant de faire tes classes puis de prendre de l'expérience, ben c'est à force d'essais et erreurs. Fait que tu te trompes de temps en temps puis tu apprends devant les gens. Comment tu as vécu ça d'être snobé au début? Parce que tu vois, quand tu me parles d'humour, je suis surpris. Je me rappelle quand tu as commencé le jeu, quand tu as joué dans les Invasions barbares, ça avait grogné un peu chez les acteurs, les actrices. Même quand tu as commencé en humour sur scène? Ben, un peu, parce que j'étais pas un puriste. Moi, j'étais pas un stand-up pur. Là. Je faisais des imitations. Je jouais beaucoup aussi de mon physique. T'avais une marionnette? J'avais une marionnette. J'étais pas dans les codes standards de l'humour. Fait que les humoristes qui étaient plus sobres me regardaient un peu de haut en me disant « Ouais, mais lui, il joue pas legit. Là. C'est pas correct ce qu'il fait. » Est-ce que tu vivais mal ça, d'être regardé d'un peu de haut au début? Pas vraiment, parce que le public était là, par contre. Puis je sentais que la réaction était bonne, puis que dès mon premier spectacle, ça a été un succès au-delà de mes espérances, vraiment, même tout le monde de mon entourage, la production, tout le monde était surpris de l'impact là, qui était réel. Donc, j'avais l'amour du public.
après ça, me faire bouder par 2-3 membres de l'Union, non, ça mais me dérangeait pas trop. Des fois, ça peut nous atteindre quand même. Oui. T'sais, on aspire à être dans un domaine des arts, à faire partie de la gang, puis la gang, au début, nous regarde un peu de haut, parce que là, ce n'est plus le cas, là. Non, mais je voulais leur plaire. C'est sûr que ça me faisait un petit quelque chose, mais j'ai fini par faire mes classes puis de réussir à les ramener de mon bord en travaillant mes textes aussi, parce qu'au départ, il faut dire que c'était pas ça ma plus grande force. T'sais. De mémoriser les textes? Non, de les travailler en profondeur, parce que moi, je sortais de 10 ans de cabaret, j'avais fait beaucoup de bars. Le niveau était pas le même que quand tu arrives dans une vraie salle où les gens ont payé puis qui n'ont pas bu. Là. OK, tu es peintre aussi, et là, je veux que tu nous parles de cette œuvre que tu as soumise à la Guignolée des médias pour financer la Guignolée des médias pour les plus démunis. Le cerf de Virginie. Oui. C'est magnifique. Une femme, j'allais dire, une femme chevreuil, une femme cerf. C'est Virginie. C'est Virginie. Écoute, c'est magnifique. On est à la radio, je peux pas le montrer. Toutes sortes d'animaux, il y a des gnomes, etc. Quand tu commences une œuvre comme ça, est-ce que c'est le pinceau qui te porte ou tu sais exactement ce que tu veux faire quand tu commences? Je me laisse portée par ma main un peu. Là. C'est elle qui décide un peu au départ. Après ça, c'est assez calculé parce que j'aime ça que ça soit assez équilibré, puis il y a beaucoup de petits détails. Les traits sont très fins. Là, oui, ouais, c'est ça. Mais au départ, il faut vraiment se lancer sans trop y réfléchir, puis voir où est-ce que la main nous mène. Puis dans ce cas-ci, moi, j'aime beaucoup les animaux de la forêt. Je les traite souvent dans mes œuvres. Puis mon père était chasseur, puis il m'emmenait en forêt. Puis ça me ramène tout le temps un petit peu là. Fait que là, je me suis dit, je vais me lancer pour un cerf. C'est la période des fêtes. Je veux faire quelque chose avec la guignolée. Je me suis dit quelque chose de sympathique, festif. Puis on aime cette iconographie-là. On aime le cerf. On le trouve puissant. Puis j'ai commencé comme ça. Puis là, j'ai pensé au cerf de Virginie. Puis je me suis dit, s'il y avait une femme qui sortait de cette œuvre-là, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est quoi ses souvenirs de Noël? Puis tout ça. Puis je me suis mis à l'intégrer un petit peu partout. Est-ce que tu crées chaque jour comme ça? D'habitude, oui. C'est sûr qu'avec une quotidienne... avec Stat, oui. Ouais, ça, des fois, c'est possible de le faire aussi dans ma loge parce qu'il y a des moments d'attente. Je vais m'installer puis je vais dessiner. Mais j'ai un petit peu moins d'occasions que j'en ai eu déjà. Donc, si tu peux pas peindre, tu sors le crayon. Je sors le crayon, je sors le iPad aussi. Je dessine... moi, je dessine dans le vide de ma douche avec mon doigt. Je dessine quand il y a de la neige qui tombe sur les autos. Souvent, je vais m'arrêter, laisser ma marque. J'ai toujours aimé ça. Puis là, c'est ça. L'année dernière, je l'avais fait avec la Fondation En Cœur. On l'avait fait dans le cadre de la Saint-Valentin. Ça avait super bien fonctionné. Puis je me suis dit, je remets ça cette année, mais je vais changer parce que j'ai été porte-parole pour la Société de recherche sur le cancer pendant 10 ans. J'ai fait de longues marches pour eux, que ce soit Compostelle, etc. Et là, je me suis dit, c'est une façon ludique de donner des sous aussi. Puis il te reste un petit truc. Les gens, ils payent 50 $ pour une œuvre. C'est un 8 par 10. Ils courent la chance de gagner un 20 par 24, qui est un grand format. Je mets un petit sticker dans l'enveloppe aussi. Là, c'est sûr qu'avec la grève des postes, il y a peut-être des frais qui peuvent s'ajouter parce qu'on fait affaire avec une compagnie de l'extérieur. Sinon, les gens qui veulent être plus patients peuvent attendre que cette grève-là se termine. Mais c'est le fun. Mais c'est magnifique, bien. Stéphane. Franchement, la personne qui va remporter la mise, là, ça va être beau sur le tableau de la cheminée. Comment on dit ça? Oui, sur le manteau. Le manteau de cheminée. Le manteau de cheminée, exactement. 2h40. Dernière question, sur Stat. Comment ça a changé ta vie d'être dans cette quotidienne hyper populaire, dans ce rôle de préposé aux bénéficiaires? Franchement, là, moi, j'espérais ça. Puis quand je me souviens, je suis rentré chez les Goodwin, qui sont mes agentes, en fait, il y a quelques années. J'avais dit, j'ai envie de jouer plus. Parce que je jouais à l'occasion dans des longs métrages. Puis c'est toujours des trucs de courte durée. J'avais envie d'avoir une famille. Gang. Ouais. Parce que moi, j'ai été seul en scène pendant toute ma vie, puis ça me manquait, ça. C'est pour ça, souvent, que j'avais des musiciens ou je m'entourais de plusieurs techniciens qui devenaient un peu ma famille. Mais là, de jouer avec des acteurs et des actrices extraordinaire. J'apprends tous les jours. Suzanne Clément, Geneviève Schmidt, Normand D'Amour, Pat Labbé, tout ça. C'est des gens qui ont énormément de talent, énormément d'expérience. Ils ont une grande liberté dans leur jeu. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut faire ses classes, effectivement. Puis c'est ça, je trouve ça fabuleux. J'allais dire, Stéphane Rousseau, qu'au début, tu voulais faire partie de la gang. Là, je pense que tu es vraiment dans la gang et dans pas mal toutes les gangs. Ah ben, t'es bien fait. Stéphane, merci beaucoup. Les gens peuvent aller sur le site de la Grande Guignolée pour
soumettre une mise pour cette mise aux enchères. Oui, sinon, le cerf de Virginie. Directement sur mon site, stéphanerousseau.com, pour commander l'œuvre. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te croiser. C'était Stéphane Rousseau.